Alors, merci de m'avoir invité pour participer à cet échange. Je voulais simplement dire qu'en dehors du fait que je suis enseignant-chercheur à l'université, je fais partie du réseau Fairness, qui est membre de la plateforme du commerce équitable, qui regroupe un ensemble de chercheurs dans différentes disciplines des sciences humaines et sociales, aussi de l'agronomie, qui travaillent sur le commerce équitable. Donc, ce que je vais pouvoir vous évoquer correspond à la fois à une synthèse de plusieurs travaux issus de ces différentes disciplines, et puis des propres réflexions, et puis mon expérience en tant que bénévole au sein d'Artisans du Monde, et petite expérience au sein de la mairie du 9e sur l'économie sociale et solidaire. Alors, la question en fait qui se pose pour le commerce équitable, je dirais aujourd'hui, et pour Artisans du Monde en particulier, c'est que le commerce équitable, au départ, se voulait un mouvement de transformation, je dirais plutôt politique, via le levier de l'économique et via donc tout ce réseau qui a été mis en œuvre. Et finalement, ce qu'on a pu observer, c'est qu'en France, Artisans du Monde, c'était le pionnier, comme vous l'avez souligné. C'est un pionnier qui a été à l'origine d'une innovation sociale, effectivement. Alors, une innovation sociale qui s'est vraiment bien diffusée, puisqu'elle s'est carrément institutionnalisée, à la fois parce qu'il y a une normalisation, un label, mais aussi parce qu'il y a aussi un texte de loi qui la consacre, un engagement politique, je dirais, au niveau de l'État. Et donc ça signifie que c'est devenu une institution dans notre environnement. C'est devenu quelque chose qui est reconnu par l'ensemble, je dirais, des consommateurs, dans le sens où il y a une connaissance, en fait, en tout cas, du terme. Parce que quand on creuse un petit peu, derrière la connaissance du terme, la notoriété, il n'y a pas forcément une compréhension très fine de ce qu'est le commerce équitable. Et c'est là, je pense, que est l'enjeu majeur. C'est cet enjeu majeur qui est de compréhension de ce que signifie le commerce équitable, de ce que signifie une filière de commerce équitable, de ce que cela peut apporter effectivement aux producteurs qui sont impliqués dans ces filières, mais aussi de ce que le consommateur peut lui aussi obtenir à travers son achat de produits du commerce équitable. Quand on est un militant, on sait très bien pourquoi on le fait, mais la majorité des consommateurs ne sont pas des militants, et la majorité des consommateurs ne poussent pas les portes des boutiques d'Artisans du Monde. Le réseau Artisans du Monde, c'est 150 boutiques, peut-être un peu plus. Ça ne couvre pas quand même l'ensemble du marché. Et donc, par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, je pense qu'en fait, on voit bien que Artisans du Monde va jouer un rôle majeur par rapport à la notion d'éducation, et c'est-à-dire qu'il va participer finalement à cette compréhension de ce qu'est le commerce équitable. C'est, à mon sens, son rôle essentiel. Et donc, à partir de là, finalement, si on regarde un petit peu historiquement ce qui s'est passé, donc Artisans du Monde a joué un rôle essentiel donc, pour faire connaître, pour organiser, je dirais, ces mouvements militants, donc pour permettre à ces consommateurs qui souhaitaient exprimer leur voix. On dit qu'en consommation, on a 3 manières d'agir: exprimer sa voix ou sortir du marché. C'est exit, en fait, essayer de s'extraire du marché, donc ceux qui ont créé des systèmes d'échange locaux, qui ont créé d'autres types de monnaies locales, etc., ou bien être fidèle au marché, par exemple aller en grande distribution. Aujourd'hui, le commerce équitable, la voie majeure en termes, je dirais, de volume de vente, s'exprime au travers du marché, et donc fidélité au marché tel qu'il est. Une petite partie va être plutôt sur une voie plutôt alternative, et donc exprimer sa voix, et une toute petite partie va être une toute petite minorité, va être plutôt dans le fait de créer autre chose, complètement autre chose, c'est-à-dire s'extraire complètement des règles du marché. Donc, ce que quand même l'Artisan du Monde a fait, je dirais au-delà des volumes de vente, si on laisse de côté cet aspect-là, pour moi, c'est vraiment la transformation culturelle. C'est-à-dire que Artisan du Monde a permis de faire entendre sa voix, justement, sur qu'est-ce que finalement acheter? Ça veut dire quoi acheter? Ça signifie quoi d'avoir un pouvoir d'achat? Et le sens de la notion de pouvoir, c'est-à-dire que quand on achète, on exerce un pouvoir. Et là, on revient au sens de politique, mais au sens politique, donc participer à la cité en tant que citoyen. Et donc quand j'achète, j'exerce un acte citoyen. Je dis qui je suis dans cette société. Et exprimer ça dans la société, c'est, je dirais, toute une réflexion qui nécessite une forme de réflexivité sur sa propre action. Et ça n'est pas forcément donné à tout le monde. Et en tout cas, tout le monde n'a pas envie de le faire non plus. Il faut avoir quand même conscience que beaucoup de consommateurs n'ont pas envie de se poser toutes ces questions-là. Et toute la difficulté que va avoir, je dirais, le réseau du commerce équitable, c'est de toucher ces consommateurs qui n'ont pas forcément envie d'entendre.
Et c'est pour moi là le rôle majeur que peuvent jouer les boutiques de commerce équitable. C'est-à-dire que ce sont des lieux où, effectivement, il va falloir amener les consommateurs à s'intéresser à ces questions-là. Alors, à la fois les boutiques, non pas uniquement par l'acte de vente, c'est pour ça qu'il est nécessaire, au-delà de professionnels de la commercialisation, qu'il y ait des bénévoles qui vont être formés. De toute façon, c'est bien le principe chez Artisans du Monde, les bénévoles sont bien formés quand ils arrivent, de les former pour pouvoir justement toucher le consommateur par rapport à des problématiques qui peuvent le concerner directement. Et là, l'enjeu, je pense, pour l'avenir, c'est d'intégrer les consommateurs dans les débats, en fait, de consommation. Et donc, on revient à quelque chose qui est beaucoup plus local, c'est-à-dire que chaque boutique sur son territoire, sur un territoire donné, peut jouer un rôle, finalement, moteur pour activer la réflexion sur le commerce équitable. Et l'enjeu majeur, c'est de bien travailler sur les plaidoyers et comment est-ce qu'on peut organiser des événements, c'est-à-dire ces lieux sont des lieux de rencontre où l'échange reprend sa valeur, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une valeur monétaire, marchande, c'est bien une valeur d'échange politique, de jouer un rôle dans la cité, et c'est vraiment par rapport à cet élément-là, je pense qu'aujourd'hui Artisans du Monde peut participer au développement du commerce équitable. Par ailleurs, donc, on voit bien qu'il y a le lieu, en fait, ça c'est essentiel, donc les lieux, et c'est là qu'Internet, en fait, et la vente à distance pose problème, parce qu'elle ne permet pas cet échange direct avec le consommateur, elle ne permet pas cette relation où on va avoir débat, finalement, hein, et la notion de débat est essentielle pour pouvoir faire participer et pour faire comprendre les enjeux du commerce équitable. Et puis parce qu'Internet ne permet pas d'assurer aussi une forme de confiance par rapport à la suspicion que peut avoir le consommateur par rapport au commerce équitable. Elle ne permet pas aussi d'entrer dans une relation d'équité, c'est-à-dire que dans l'équité, on dit qu'un échange est équitable quand chacun a un rôle et un statut. C'est-à-dire on reconnaît un statut à son interlocuteur. Et là, on voit bien qu'on est dans ce qu'on appelle l'éthique de la communication, c'est-à-dire que chacun peut développer ses arguments et échanger. Et enfin, il y a une forme d'engagement. Par le fait d'avoir des lieux où les gens peuvent se reconnaître, échanger, il peut y avoir donc revenir, une forme de fidélisation, une fidélité par rapport à ces questionnements. Enfin, il s'avère que dans les lieux de commerce équitable, lorsqu'on présente un produit, c'est vrai que le produit, finalement, c'est quoi? C'est un médiateur pour la discussion. On parle beaucoup d'économie du lien plutôt qu'économie du bien, mais c'est beaucoup plus par rapport à des questionnements sur qu'est-ce qu'une expérience client, comment créer de la relation avec le client. Ça existe dans l'économie, je dirais, conventionnelle, la plus classique qui soit. La force du commerce équitable, c'est que chaque produit parle. Et d'ailleurs, si vous voyez certaines marques qui sont en grande distribution, comme il n'y a pas de bénévoles, qu'il n'y a pas de vendeurs pour promouvoir les produits, ils essayent de faire ça sur le packaging. Hein, donc Éticable, qui est coopérative, fait tout ce travail sur l'emballage pour dire quels sont les engagements. Donc toute la question de quel est l'engagement, le produit va pouvoir le dire. Et c'est vrai que dans les boutiques de commerce équitable comme Artisans du Monde, l'importance du discours sur qui sont les producteurs, d'où ça vient, quels sont les impacts, c'est ça qui va faire que ça renforcera la confiance. Donc aujourd'hui, on constate que malgré une forte notoriété, malgré, je dirais, une sympathie de la part de la majorité des consommateurs, malgré une intention qui est de dire on est prêt à payer plus cher pour acheter un produit issu du commerce équitable, la confiance n'est pas complètement acquise. Et c'est vrai que la question de la traçabilité est très importante. À cet égard, je pense que là aussi, Artisans du Monde a joué un rôle majeur par rapport à cette notion de traçabilité. Et c'est une expertise, effectivement, qu'a l'association, la Fédération Artisans du Monde, puisque dans les actions plaidoyer, il y avait, je me souviens du collectif d'éthique sur l'étiquette. C'est quand même une des premières actions qui a vraiment lancé la question de attention, vérifions qui sont les fournisseurs. Quand on achète un vêtement, on ne peut pas se permettre de dire, voilà, ne pas regarder au-delà de la boutique où on a acheté son vêtement et de savoir qui il y a derrière, qui sont ces personnes qui m'ont permis d'avoir aujourd'hui ce vêtement. Et je pense que c'est cette prise de conscience qui a été travaillée. Mais en fait, pour moi, ça n'est jamais terminé. Je suis enseignante, je le sais bien. Ça n'est jamais terminé. Et donc, la question de l'éducation, c'est pas uniquement de l'éducation dans le sens maître-élève, c'est vraiment plutôt un échange. Et cet échange, il doit durer. Donc, autre échange, autre monde. Autre échange, ça doit être un autre échange, mais aussi au sein des lieux de vente. C'est-à-dire que ce sont des lieux marchands, mais aussi des lieux non marchands, dans lesquels on va pouvoir redonner sens à ce qu'est, en fait, finalement, le commerce. C'est faire avec autrui, et faire avec autrui en reconnaissant qui est autrui. Et là, on arrive à un dernier élément, parce que je sais que je ne dois pas être trop longue, qui est, finalement, le consommateur. Il faut aussi que lui ait le sentiment d'être traité avec équité
Alors, par rapport à son statut, mais aussi par rapport au prix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un des principaux freins, malgré les discours, c'est quand même le prix. Et je vais vous donner un petit exemple. J'ai eu la chance de faire une conférence dans un master qui est près de la plateforme du commerce équitable, qui est, à l'IEDES. Et là, en fait, une étudiante m'a interpellée en disant, mais finalement, ce qui serait bien, c'est quand même qu'on puisse faire des produits issus d'un commerce dit équitable, mais à un prix accessible. Nous, étudiants, par exemple, on ne peut pas se permettre d'acheter régulièrement des produits du commerce équitable. Et puis, par ailleurs, autre chose, les produits du commerce équitable, bon, en l'occurrence, c'était une étudiante d'origine africaine, ce qui serait quand même mieux, c'est que ça soit là aussi dans les pays où se fait le commerce, où se fait la production. C'est là qu'il devrait y avoir aussi de l'équité dans le commerce, parce que les personnes sont assez modestes et n'ont pas forcément accès à ces produits-là. Donc, croyez-vous qu'on va boire du café? Croyez-vous qu'on va manger du chocolat? Voilà. Et donc, la question de l'équité, elle se pose aussi, effectivement, de comment assurer une forme d'équité pour le consommateur. Et je pense que les lieux artisans du monde peuvent être aussi des lieux d'échange et de débat avec le consommateur. Ce qui serait idéal, hein, c'est quand même d'arriver à faire participer, effectivement, sur un territoire au débat sur le prix, les consommateurs. C'est possible dans les structures de l'économie sociale, pour le coup, comme des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Je crois qu'Artisans du Monde réfléchit à ce statut-là. Je connais une SIC qui est en région lyonnaise, qui n'est pas dans le réseau Artisans du Monde, qui travaille justement sur la notion de prix équitable. C'est une SIC qui s'appelle Alter Conso, mais bref, peu importe quelle qu'elle soit. En tout cas, c'est vrai que cette question de la définition du prix qui soit équitable pour le producteur, mais aussi pour le consommateur, ça peut être un enjeu, je pense, pour Artisans du Monde. Voilà, merci.